bonjour à ceux que je n'ai pas encore vus, enfin saluer. Donc moi je m'appelle Étienne, je fais partie de Filière Paille Grand Est, qui est la structure locale, enfin régionale sur la construction paille. Et donc j'ai la charge de m'occuper de l'animation de la table ronde, mais je ne vais pas beaucoup parler. Je vais surtout faire en sorte que mes acolytes puissent parler. Donc aujourd'hui on a décidé de baptiser la table ronde Réussir son projet paille. Et donc les trois interlocuteurs qui vont vous parler avec cette approche-là sont Benoît Legouge, qui est là-bas, voilà, avec les lunettes. J'allais dire avec les lunettes, non, les trois ont des lunettes. Donc Benoît qui est du côté de la porte, Michael qui est de l'autre côté, et puis Julien Mussier, architecte entre les deux. Est-ce que vous voulez vous présenter rapidement l'un et l'autre ou... Benoît, bureau d'études bois, et je suis du côté de la porte. Alors Julien Mussier, architecte associé de A Architecture, donc nous on est basé dans les Vosges. Et donc Michael Cimier, directeur secteur construction bois, bâtiment associé, et on est basé à quelques kilomètres de Reims. Ouais, donc on a pris le parti de faire un truc à plusieurs voies avec des compétences complémentaires, et vous allez probablement voir pourquoi juste après. Donc on a mis quelques mots-clés pour essayer de faire comprendre ce qu'on met derrière Réussir son projet paille. Ça va être décliné après, c'est un peu un programme de la présentation, mais voilà, il y a différents volets qui sont intéressants à considérer pour réussir à mener à bien un projet. On va les décliner après, je passe pas de temps là-dessus. Juste pour introduire les choses, donc la filière paille est une filière qui arrive à un certain niveau de maturité, peut-être plus que d'autres filières, parce que ça a commencé avant. En partie, c'est une filière qui est structurée au niveau local, enfin à l'échelle régionale, à l'échelle nationale, et au niveau européen, on a une association aussi qui s'appelle l'ESBA, donc il y a plusieurs niveaux de structuration. Vous pouvez, tout le monde peut s'impliquer aux différents niveaux. Le niveau local nous paraît essentiel et ça va être le propos aujourd'hui, mais on vous renvoie quand même vers l'échelon national, parce que le réseau français de la construction paille a fait beaucoup pour faire avancer le sujet et faire reconnaître la botte de paille comme matériau de construction, notamment au travers des règles de la construction paille qui ont été adoptées en 2012, avec en parallèle un dispositif de formation sur les règles professionnelles qui s'appelle ProPaille. Donc c'est une formation qui dure 5 jours et qui est déclinée à différents endroits par des organismes de formation. Il y en a de temps en temps, au rythme d'à peu près 2 par an dans le Grand Est. Donc si vous voulez vous former sur la construction paille, je ne dis pas que c'est une étape indispensable, mais ça peut être intéressant de passer par là. C'est le côté normatif de la construction paille. Voilà. Vous avez beaucoup d'informations sur le site du RFCP, donc rfcp.fr. C'est la porte d'entrée intéressante, je pense, pour qui veut s'intéresser à ce réseau d'acteurs de la construction paille. Pour aller vite, construction paille, c'est essentiellement... je parle en volume, c'est essentiellement la construction, rénovation à partir de bottes de paille. Il y a d'autres usages de la paille, donc la tige de céréales, il y en a même plein, mais voilà, ce qu'on met derrière construction paille, généralement, c'est la construction à base de bottes de paille. Sachant que le réseau français de la construction paille s'interroge, vu le développement de la paille hachée et de panneaux de paille tissés, par exemple, à étendre un peu son champ d'action à ces autres usages de la paille, de la tige de céréales. Voilà. Bon, aujourd'hui, on va parler pas mal de construction avec des bottes de paille. Et donc, j'anticipe une question qui se présente généralement quand on parle de paille, c'est est-ce qu'on a assez de paille pour faire de la construction paille? Est-ce que ça a du sens par rapport aux autres usages de la paille d'utiliser cette ressource pour construire et rénover? On a pu travailler grâce au soutien de l'Adréal cette année sur la question avec
une recherche de données sur le volet agricole, quoi, le côté agricole de la production de ce matériau-là. Et donc ça a pris la forme d'un rendu d'une infographie qui sera disponible prochainement chez Envirobat à l'Adréal et qu'éventuellement on peut vous transmettre dès maintenant. Donc ça c'est un bout de l'infographie, on a pris ce bout-là pour montrer que globalement, même s'il y a différents usages de la paille, avec un petit volume de la paille qui est produite dans notre région, qui est une grande région céréalière, on pourrait isoler beaucoup de bâtiments. Là, c'est sur les constructions neuves, en sachant que pour l'instant, l'activité construction paille, c'est essentiellement effectivement de la construction et non de la rénovation, même si on peut utiliser la paille à certains endroits du bâtiment existant. Pour l'instant, le gros des projets qui se font, c'est sur du neuf, et donc avec 10% des constructions neuves. Pour isoler ces bâtiments-là, en gros, on estime qu'il faut moins de 1% de la production de paille annuelle, sachant que c'est un matériau qui est renouvelable, enfin qu'on peut produire tous les ans. Donc voilà, globalement, ce travail sur la ressource paille va dans le sens de, même en regardant les différents usages de la paille, on n'a pas trop à se soucier de potentiels conflits d'usage. Ça ne veut pas dire qu'il y a tout le temps autant de paille qu'on veut, de bonne qualité, au bon endroit, au bon moment. C'est la suite de la discussion, mais en tout cas en volume, la ressource est largement disponible dans la région. Et donc on arrive à la question de qu'est-ce qu'on fait maintenant avec ce matériau botte de paille, comment on conduit un projet pour qu'il se passe bien, et je vais passer la main à des acteurs clés de ce processus. À moi d'introduire, merci Étienne. Alors petit rappel, donc comment on réussit un projet paille, c'est tout au long du processus d'un projet que ça se gagne. Donc petite slide pour vous rappeler que ça commence par un projet, une naissance, une idée dans un maître d'ouvrage, une mairie qui veut construire quelque chose. Elle se fait souvent accompagner par un AMO. Donc c'est l'AMO, le programmiste, qui sont très importants pour placer le niveau d'exigence et une ambition rarement spécifiée paille. En général, on parle de biosourcé avec des niveaux d'exigence plus C-. Mais ça commence là. Si on veut réussir un projet paille, il faut que l'exigence elle soit là au départ. Après, le recrutement de la maîtrise d'œuvre, on va revenir dessus après, qui est très important. L'équipe de maîtrise d'œuvre, ceux qui vont conduire le projet pour le maître d'ouvrage. Et puis vient ensuite le temps de la réalisation, et là on parlera un petit peu du côté entreprise, c'est pour ça que Mickaël est là. Voilà, comment on choisit une entreprise et comment on fait pour que ça se passe bien sur chantier. Là c'est Étienne, du coup, la suivante. Donc bien s'entourer, c'est des compétences, je sais plus ce qu'on a mis dans la slide, c'est bien Mickaël que tu as imprimé en fait. Un maître d'ouvrage, un AMO, un petit mot sur l'AMO, les maîtres d'ouvrage ne sont pas compétents pour construire de manière générale, c'est des élus. Par contre, ils ont des AMO, des assistants à maître d'ouvrage pour les aider. Quand on veut construire en biosourcé, a fortiori en paille, il faut choisir un AMO spécialisé. On commence par ça. On ne prend pas un AMO généraliste qui sait aussi bien faire du polystyrène que de la paille. Donc en fait, il ne fait pas bien de la paille. Donc on choisit bien son AMO, quitte à avoir un deuxième AMO vraiment spécialisé dans le domaine dont on a besoin. Et puis après, c'est la maîtrise d'œuvre et les architectes et les entreprises. Je vais passer la parole à Julien. Ah non, j'ai la partie AMO à détailler un tout petit peu. Mais vas-y, je crois que j'en ai parlé. Du coup, la partie AMO, qui est de dire que choisissez bien votre AMO au niveau d'accompagnement. C'est ce que je viens de dire. Tu peux zapper à la... Alors pour prendre le relais sur l'AMO aussi, ce qui est important dans le rôle, c'est que donc AMO, c'est assistant de maître d'ouvrage. Donc ça va être la personne qui va être sachante, qui va pouvoir informer le maître d'ouvrage des enjeux et des conséquences de cette volonté de construire en paille. Donc de construire en paille, ça a aussi des contraintes par rapport à la composition du mur qu'on va voir. Mais c'est prendre conscience au maître d'ouvrage qu'on va être dans un ouvrage qui va être spécifique. Alors, pas compliqué, mais spécifique. Il y a un autre acteur qui est aussi issu du choix du maître d'ouvrage, et c'est François qui me rappelle, c'est le bureau de contrôle, parce que c'est un acteur aussi qui est extrêmement important dans une opération de construction. Alors généralement, il arrive en phase chantier ou en phase pro au moment de la description, mais quand on a l'opportunité et la chance d'avoir un maître d'ouvrage qui nomme le bureau de contrôle
dès les phases études avec les APS, enfin surtout APS, voire esquisses. Ça permet d'avoir aussi un garant sur la faisabilité technique et le respect du projet en utilisant ce matériau. Et donc, à l'image de l'AMO, il faut aussi avoir des personnes compétentes, formées, qui sachent de quoi on parle, sachant que le matériau paille est un isolant, peut-être aussi un élément structurel. Et pour pouvoir déterminer si le projet est compatible avec ces techniques, il faut être formé et avoir connaissance de tout ça. Du coup, ça me vient un truc. Nous, on essaye de faire choisir nos bureaux de contrôle autrement que par les critères de prix. Quand on peut, on fait un petit cahier des charges quand on a gagné un projet, avec des questions à poser au bureau de contrôle. Est-ce que vous avez un référent biosourcé ? Est-ce que si on fait de l'enduit sur paille, ça vous pose un problème ? Comment vous vous comportez par rapport à des problématiques spécifiques au chantier ? On choisit bien les entreprises sur le prix et sur des critères techniques. On invite les maîtres d'ouvrage à choisir leur bureau de contrôle sur le prix et sur des critères techniques. Et ça, les archives ou les bureaux d'études peuvent vous aider à établir un peu des critères techniques. Alors on va enchaîner sur la maîtrise d'œuvre. Donc à l'image de ce qu'on vient de dire, donc le maître d'ouvrage choisit donc ses partenaires bureau de contrôle et assistant maîtrise d'ouvrage, et du coup va après solliciter une maîtrise d'œuvre. Et là on vous a mis un petit schéma qui représente une proposition d'organisation d'équipe, puisqu'on parle bien d'équipe de maîtrise d'œuvre, avec en partie centrale l'architecte que je représente là aujourd'hui, mais il est loin d'être seul sur une opération. On l'a positionné au centre parce qu'en fait c'est lui qui va avoir le regard de synthèse sur le projet, c'est-à-dire qu'on va interpréter, comprendre, échanger avec le maître d'ouvrage sur ses besoins, sur son projet, mais pour qu'on puisse le rendre réalisable, faisable et fonctionnel, il faut qu'on soit épaulé, et on a un travail d'échange avec l'ensemble des acteurs. Donc on vous a mis une série de bureaux d'études, en premier lieu bureaux d'études bois, puisque c'est les bureaux d'études structure, et les constructions paille sont intimement liées avec les structures bois. Et bien sûr, lorsqu'on utilise des bottes de paille classiques, on a aussi un impact sur une structure bois qui n'est pas tout à fait la même que lorsqu'on utilise de la laine de bois ou un isolant autre. Bien sûr, toujours bureau d'études béton pour les questions de charge. Alors là, on a peut-être moins d'interface, même s'il y a une phrase qui dit qu'un bon bâtiment en paille doit posséder un grand chapeau, donc une grande toiture, une belle toiture étanche, mais surtout des bonnes bottes, donc un socle sur lequel on vient l'inscrire sur un terrain. Et là, l'enjeu du bureau d'études béton est intéressant s'il prend conscience, enfin s'il fait partie d'une équipe avec la même philosophie de dire que ce socle béton va supporter un mur en paille et donc va le protéger. Et du coup, on est en collaboration ensemble et on arrive à avoir quelque chose qui ait du sens, même sur un bureau d'études qui n'utilise pas du biosourcé directement. Après, on a tous des bureaux d'études complémentaires liés au paysage, à l'acoustique, des cuisines par exemple lorsqu'on fait des cantines de collège ou autre. Et on rejoint aussi le bureau d'études thermiques qui fait le lien entre cette partie matériaux et structurelle, et aussi tout ce qui est performance thermique, puisqu'en fait aussi l'un des grands intérêts de l'utilisation de la botte de paille, c'est sa performance thermique. Et là on parle de bottes aujourd'hui, on a une évolution assez attendue et assez importante qui est la paille hachée, qui va permettre de nous affranchir de la dimension de la botte de paille. Mais aujourd'hui, ce qui a vraiment déclenché il y a une vingtaine d'années la redécouverte de cet isolant, c'est cette dimension donc qui est autour de 36 cm d'épaisseur pour 45 de large, et après une longueur variable de 80 à 1,20 m, qui offrait une brique isolante, pas structurelle ou maintenant si avec les techniques de paille porteuse, mais qui en fait était compatible avec les réglementations thermiques il y a 20 ans. Donc aujourd'hui, cette botte de paille montre un peu ses limites en termes de performance, mais à l'époque, on était très content d'avoir un produit qui remplissait cette condition. Et là, aujourd'hui, la botte de paille, la paille hachée va permettre de nous libérer de cette contrainte. Parce que pour vous dire tout ça, c'est quand la botte de paille va injecter une série de contraintes dans le projet, et là, l'équipe de maîtrise d'œuvre doit les intégrer dans le projet. Et l'architecte, lui, fait la synthèse de ça. Si on peut passer le... Juste avant, je vais insister un peu sur le rôle des bureaux d'études bois. Sur la slide d'avant, Étienne, en fait, c'est
Là, si vous avez vu, c'est une équipe de maîtrise d'œuvre avec que des bureaux d'études spécialisés. C'est pas un bureau d'études généraliste. Là, c'est que des gens qui sont spécialisés dans leur métier. C'est une boîte à outils avec que des outils pointus. C'est pas un généraliste avec un couteau suisse qui sait à peu près tout faire. Et dans les BE Bois, pour reconnaître un bon BE Bois, vous avez une association qui existe qui s'appelle IBC, Ingénierie Bois Construction, qui recense tous les BE Bois en France. Il ne s'agit pas juste d'ailleurs de postuler, on présente des dossiers et on est sélectionné ou pas. Hein. Moi, j'ai pas tous les collèges que IBC a validés, les trucs qu'ils ont estimé que j'étais pas encore assez bon. Donc on attend que la barbe blanchisse encore un peu, puis on représentera des dossiers. Mais voilà, on est vraiment sélectionné à l'entrée. Donc prenez des BE spécialisés, c'est le premier message. Et dans les BE Bois, allez les chercher au sein d'IBC. Vous avez des gens qui sont compétents pour construire en bois, a fortiori construire en paille. Voilà. Et on arrête avec les généralistes qui font à peu près tout bien. Ou tout à peu près bien. Merci. Oui, donc petite illustration d'un croquis du concours qu'on a réalisé il y a maintenant une petite vingtaine d'années, qui est le bâtiment de la Damascine, dont je vous montrerai des photos tout à l'heure, qui est en fait, on va dire, le renouveau du bâtiment paille en ERP, puisque c'est le premier ERP de plus de 1000 mètres carrés qui a été réalisé donc à Vendoncourt, à côté de Sochaux-Montbéliard. Et à l'époque, on avait fait le pari. Donc le programme, c'est un écomusée pour faire simple. Et donc dans la périphérie de Sochaux-Montbéliard, qui a l'image d'une cité industrielle. Et ils voulaient donc valoriser leur patrimoine paysager et fruitier, puisqu'il y a aussi pas mal de production de fruits. Et la Damascine est une variété de prunes. Donc ils voulaient valoriser ce patrimoine-là. Et on a pris le contre-pied de l'image qu'avait Sochaux à l'époque, du côté industriel, en proposant en fait un bâtiment qui était un tas de paille habité recouvert d'une toiture qui représentait une grange. Donc ce petit croquis représente cette idée. Mais de partir de ce concept-là, du tas de paille habité, fallait le rendre habitable. Donc à commencer à réfléchir de comment on construisait donc à partir de cette botte de paille, comment on l'assemblait et autres. Et on s'est très vite rendu compte d'une chose extrêmement importante, c'est la trame. Donc je vous ai évoqué tout à l'heure la botte de paille qui conditionnait un projet par ses dimensions. Et ce qu'on a pu voir, c'est que ces dimensions ne sont pas celles qui sont traditionnellement utilisées dans la construction bois, puisqu'on est sur des largeurs de 80, 90, 1 mètre en général, alors que tout ce qui est en construction bois, on est calpiné à 60. Et ça, cette donnée-là, c'est un exemple pour montrer l'influence d'un matériau sur un projet architectural. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire, tiens, on va le faire en paille, ou s'il n'y a pas de paille, on va le faire en laine de bois. S'il n'y a pas de laine de bois, on va le faire en choucroute. On ne peut pas faire ça comme ça avec la botte de paille. On a des contraintes tellement fortes qui influent tous les corps d'État. Et ce qui est évoqué Benoît sur la compétence et la précision des bureaux d'études, il faut que l'équipe de maîtrise d'œuvre au départ soit tous dans le même état d'esprit, parce qu'en fait cette botte de paille là, par ses dimensions, par ses caractéristiques aussi techniques et hygrométriques, ont des influences sur l'ensemble des lots. Et là, le travail que peut mener l'architecte, donc dans la phase conception avec son équipe, et puis aussi après avec les entreprises dans la phase réalisation, c'est de s'assurer que le matériau paille, mesurer en amont l'impact sur les différents lots, et puis de s'assurer que le concept architectural soit maîtrisé et que ça soit pas la paille qui dicte le concept à travers la réalisation. Donc là, il y a un enjeu quand même extrêmement important qui doit être mené. Et pour pouvoir bien le faire, en fait, on a aujourd'hui des formations, puisqu'on a la formation ProPaille qui est donc dispensée par le RSCP pour en fait former à la fois les entreprises mais aussi la maîtrise d'œuvre sur l'utilisation de la botte de paille dans la construction. Et ça, c'est un petit peu un label qui permet de connaître tous les tenants aboutissants pour pouvoir bien mettre en œuvre le matériau et de diffuser aussi, entre guillemets, la bonne parole à la fois aux entreprises qui ne sont pas forcément concernées par le matériau, mais aussi aux différents bureaux d'études. Il y a même des modules maintenant spécifiques à tel ou tel corps de métier, et notamment aux maîtres d'œuvre, aux entreprises de pose. Enfin, il y a des formations qui sont spécialisées, orientées métiers. Un petit focus sur l'ingénierie, la parce partie que bois.
Moi, je peux pas faire une présentation sans mettre un détail en construction bois. Hein, ça, vous y couperez pas. Je mets toujours celui-là. Et vous avez vu que Michael a pris le micro parce qu'on n'est pas toujours d'accord sur les détails avec les entreprises. Celui qui est en haut, il va pas me contredire, il marche bien. C'est un détail de pied de mur. C'est quelque chose. C'est le top. Celui d'en haut, c'est le top. Celui d'en haut, il est top. C'est la garde au sol, c'est la protection feu du matériau combustible, c'est la vêture ventilée, c'est son plan d'étanchéité à l'eau, c'est son plan d'étanchéité à l'air, c'est son ancrage. Un détail de pied de mur en construction bois et donc en construction paille, ça ressemble à ça. C'est pas un détail avec juste 2 traits espacés de 20 cm. Ça, c'est un dessin d'enfant. Et pourtant, on en voit encore beaucoup en phase de conception. Un détail de bureau d'études structure bois, c'est ça. Alors une petite variante, parce que c'était histoire de jeter un petit pavé dans la mare. Réussir son projet paille, c'est mettre le bâtiment hors du sol. Tu l'as dit, Julien, c'est 20 cm minimum. Mais comme on n'aime pas cette petite talonnette béton là, parce que la précision du maçon pour faire cette talonnette et la précision du charpentier, c'est pas la même, hein, je vous apprends rien. Donc on essaie de s'en passer de cette talonnette, même si on a beaucoup de mal. Et donc on va vers la deuxième solution, qui est d'avoir un caniveau. Et Mickaël, quand j'ai mis le détail, il m'a dit « J'aime beaucoup ton détail ». Qu'est-ce qui se passe avec mon caniveau, Mickaël ? Non, les caniveaux, déjà, faut être sûr qu'ils fassent bien 20 cm, parce que parfois sur les plans, ils font 20 cm et dans la vraie vie, ils font 10. Parce que le VRD a essayé d'optimiser ses prestations. Après, faut être... en fait, des fois, vouloir être trop pile sur le dessin, ça marche, mais après, nous, sur chantier, ça marche pas. Donc, moi, c'est vrai que j'aime bien le relevé de 20 cm, qui fait que je dors mieux la nuit, en fait. Et en fait, je suis complètement d'accord avec toi. En fait, c'est-à-dire que quand on fait le premier détail, on est tranquille. Je veux dire, on va 20 cm, ça se mesure sur le chantier, ça se contrôle visuellement, on est peinard. Et puis quand on va vers le caniveau, c'est-à-dire qu'il faut être vigilant en phase chantier sur ce qui est réalisé. Un peu plus que juste regarder si la profondeur du caniveau est bonne. Donc, quand on va pousser un peu les limites et qu'on va tricher avec la réglementation, parce que c'est limite une triche de mettre un caniveau, soyez vigilants, soyez plus vigilants sur ce genre de petits détails. Et puis sur cette planche, il y a un truc qui est intéressant, ça peut peut-être on n'est pas prévu d'en parler, mais de parler de la phase d'exécution. Ça, c'est pas une maquette numérique qui vient de notre bureau d'études, c'est une maquette numérique qui vient de ton chantier. Donc, en 2 mots, quand vous faites un chantier, vous faites une maquette 3D, c'est ça, avec la paille, le bois dedans ? Oui, on monte tout en 2D puis en 3D. Et après, maintenant, tous nos chefs de chantier sont équipés également d'ordinateurs avec le logiciel sur lequel on dessine. Et donc, ils ont tous ils ont tous un bureau qui les suit de chantier en chantier, en fait. Et dans leur bureau, ils ont leur PC et ils peuvent voir tous les détails en 3D au fur et à mesure pour voir tout ce qui est dimension d'implantation, etc., les détails techniques, et être sûr de faire exactement ce qui a été dessiné, ce qui a été pensé en ingénierie. Et je reviens aussi sur le fait, tout à l'heure, tu as parlé des bureaux d'études bois c'est pas... En fait, on prend pas un projet en béton qu'on repasse en bois au dernier moment, ça marche pas non plus. Donc il faut que le projet soit prévu dès le départ en bois et qu'il soit pensé dès le départ en bois. Sinon, le projet que vous avez imaginé, il vous coûte 2 fois le prix qu'il aurait dû vous coûter, soit il y a que des conneries sur le chantier. C'est bien résumé. Alors un outil qu'on met en œuvre pour justement ce que je vous expliquais tout à l'heure sur la présentation d'une opération et surtout la conséquence que peut avoir l'utilisation du matériau paille sur l'ensemble du projet et des différents lots qui interviennent sur le chantier. Pour l'illustrer, puisqu'on a des beaux plans d'exé, on a une connaissance du dossier, mais après il y a des compagnons sur le terrain qui découvrent. Et donc, pour pouvoir partager de manière réelle, on réalise à chaque projet un prototype. Alors, moi, je vais vous parler du prototype au centre, où on voit François, un compagnon de la Damascine, qui faisait là une démonstration, parce qu'on avait un chantier un petit peu ouvert au public, et donc il faisait des démonstrations de mise en place de bots. Et on avait mis à l'époque, on avait demandé à chaque lot, chaque corps d'état, de fournir une partie du proto, et de le fournir, et en réunion de chantier, il devait fixer ces éléments. Donc on avait commencé par le maçon qui a déjà un petit peu réchiné à nous faire un socle béton, et en fait on l'a fait en bois au final, parce que pour pouvoir bouger les choses, c'était pas forcément le plus moteur. Mais on avait une structure d'ossature qui correspondait exactement aux détails qui étaient prévus de réaliser. Et après, chaque corps d'état sont venus, donc on est venu incorporer un pré-cadre, une fenêtre, un cadre extérieur. On est venu donc bien sûr mettre des bottes de paille, mettre une étanchéité à l'air, un contreventement et un doublage bois
et des câbles électriques. Et en fait, là, on le devine, on voit un petit câble sur le côté, une petite gaine électrique. Et je me rappelle, sur cette opération-là, j'avais un chef de chantier électricien qui était en panique. Il me dit, mais dans votre projet, c'est super, j'adore. Mais moi, j'ai un luminaire à mettre à l'extérieur. Comment je fais, quoi? Il était en panique totale. Donc, on utilisait ce support-là à la fois pour la communication, mais surtout, en fait, en réunion technique, en marge de réunion de chantier, on allait avec les personnes concernées, puis on mettait la main à la pâte. Et je dis, voilà, ton câble, tu glisses là entre deux bottes. Et puis, il a regardé comment il le tenait. Donc, il a mis un petit cavalier. Il traverse l'étanchéité à l'air avec le petit scotch qui va bien. Et puis, en 5 minutes, il s'est totalement détendu. Et il avait une dizaine de luminaires à passer. Et ça s'est extrêmement bien passé sans aucun souci, quoi. Donc, cette démarche-là, elle est, je pense, extrêmement importante à prévoir, en tout cas dans la maîtrise d'œuvre, pour pouvoir dédier du temps à ça. D'écrire le prototype, alors de plusieurs façons comme celui-ci où chacun met main à la pâte, ou alors d'avoir quelque chose d'un peu plus abouti et dessiné en amont, mais c'est extrêmement pédagogique en fait sur le chantier, et ça permet d'être tous autour du même défi, quoi. Et on le fait et c'est les chefs d'équipe et les ouvriers qui sont là, et on a notre support, notre exemple qui permet d'illustrer tout ça. Je vous fais avancer parce que on est à peine à moitié. Je pense juste un mot sur le précédent, parce qu'on vient de parler des caniveaux, tu sais, que Mickaël aime pas. Ça, c'est un prototype sur un de nos chantiers que Mickaël a réalisé. Et là, tu as vu sur le prototype, on a mis le caniveau. T'es rassuré? Tout le monde a vu en amont comment ils vont poser le caniveau. C'est moi qui ai insisté. Parce que je voulais être sûr qu'il fasse 20. Bravo. Oui, un mot sur le choix des entreprises. Réussir un projet paille, c'est aussi bien choisir ses entreprises. Et la première, c'est la compétence. Vous choisissez une entreprise qui a fait la formation ProPaille. C'est aussi simple que ça. Et ça doit être un critère obligatoire. D'autant que pour une question d'assurabilité, de toute façon, il faut être formé ProPaille. Donc c'est complètement recevable d'imposer ce critère. Maintenant, si vous voulez pas vous fermer à des entreprises qui ne seraient pas encore formées ProPaille, vous pouvez demander soit qu'elles soient déjà formées ou qu'elles s'engagent à se former avant le démarrage de la phase de fabrication. Ça a été ton cas. Ça s'est bien passé a priori d'ailleurs. Ouais, très bien. Après, nous on a fait le choix. Enfin, on avait juste envoyé au départ le chef d'atelier et quelqu'un du bureau d'études en formation 5 jours. Et après, une fois qu'on a décroché le chantier, on s'était engagé. On a fait venir un formateur à l'entreprise et on a fait en intra. C'était super parce qu'en plus c'était un confrère du sud de la France, charpentier, mais du coup qui a bien fait passer les messages et qui a vraiment réussi à captiver nos équipes. Et on a fait vraiment tout le monde, que ce soit études de prix, pour qu'ils sachent les temps unitaires à mettre dans les devis, puisque c'était une découverte pour nous. On a fait aussi les conducs, on a fait le bureau d'études, atelier, l'élevageur. Et voilà, ça a été vraiment, voilà, on a pris le chantier par le bon bout, on va dire. Et puis de toute façon, nous, notre assureur, la SMA BTP, quand on lui a dit qu'on faisait un chantier en paille, il a exigé qu'on soit formé. Donc il y avait même pas de question. Ça c'est le premier critère, hein, c'est les compétences, c'est les critères ce qu'on appelle un peu techniques, et puis il y a le prix, c'est-à-dire que malgré tout on ne juge pas une entreprise que sur ses compétences, on juge aussi sur le prix. Et d'ailleurs c'est moi qui en parle bureau d'études, puisque quand il y a un projet bois ou paille, cette analyse revient au bureau d'études, on analyse les prix et les compétences des entreprises. Ouais, la première boîte c'est rigolo, on s'éclate avec ça, c'est la première pierre des maçons. On fait la première botte et on donne des grosses masses, là, des persuadeurs aux élus qui tapent pour rentrer la botte. Je sais pas s'il y a eu d'autres techniques qui ont été, mais voilà, c'est toujours un bon moment, hein, ce moment-là, je trouve. Et puis les élus en plus adorent communiquer là-dessus, parce que c'est un peu le vent en poupe, on va dire. Et du coup, voilà, ils sont fans de ça. Il y a moins de risques pour les costumes qu'avec les ciments. Ouais, c'est sûr. Grosse question, l'approvisionnement des chantiers, ou des ateliers, si c'est en préfabrication, c'est une question qui revient souvent. Nous, on se fait livrer. En fait, alors par contre, il faut faire attention parce que on apprend aussi en avançant. Par exemple, nous, enfin là, le camion qui arrive chez nous, là, il vient de chez Univers Foin dans le 57. Et moi, j'avais pas percuté que à un moment de l'année, en fait, c'est la moisson.
et que pendant 3 semaines, j'avais beau l'appeler tous les jours pour être livré, j'étais loin d'être sa priorité. Donc mon chantier s'est pris un peu 3 semaines dans la figure. Après, il faut faire attention aussi, il faut anticiper, c'est que les jours où il pleut, il livre pas forcément. Et puis, faut tester le degré d'hygrométrie des bottes, une botte toutes les 10. Et là, on a 2 illustrations en dessous du camion qui représentent un peu aussi l'enjeu. Donc, à gauche, c'est un chapiteau qui a été monté face au chantier pour avoir un atelier de débottelage, rebottelage, puisqu'aussi les bottes qu'on peut récupérer, soit on peut avoir déjà la botte à dimension, ou alors on peut avoir des bottes, ce qu'on appelle grand format, qui font 1 mètre par 1 mètre sur une longueur de 2. Et du coup, ça nécessite un atelier de reprise sur site. Et l'autre photo, ça montre aussi que lorsqu'on veut isoler en paille et qu'on anticipe la commande, il faut avoir quand même de la place dans l'atelier parce que ça prend un volume assez monstrueux. Et faut cohabiter avec le reste des outils sur un atelier. Donc là, c'était pour le projet de tendon. Ça montre l'emprise. Et puis après, il y a l'enjeu de la fabrication. Là, je vais peut-être laisser... Là, nous, après, on préfabrique tout, donc ça demande, pareil, hein, comme tous les chantiers de la logistique, faut quand même partir sur, faut pas oublier non plus que on livre soit des caissons de toiture, soit des murs plus épais que ce qu'on fait habituellement, donc on en mettra un peu moins sur nos transports. Ça, faut y penser au moment du devis. Et puis il faut aussi dimensionner nos grues sur les chantiers en fonction, parce que on va porter ou lever comme vous voulez des murs et des caissons plus lourds que ce qu'on fait habituellement. Donc pareil, les grues, faut les anticiper au moment du chiffrage. Alors oui, un enjeu sur le stockage. Donc là, il y a différentes techniques. Je vous illustrerai sur d'autres opérations. Mais effectivement, comme vient de dire Michael, il faut anticiper le stockage en atelier, mais aussi sur site. Et là, on est sur du matériau bois. Il y a quand même un savoir-faire sur la protection. Mais là, la botte de paille aussi nécessite, on va dire, une vigilance accrue, puisque la botte de paille peut être humidifiée. On ne voit pas forcément les dégâts tout de suite. Et il faut avoir un contrôle qui s'enchaîne in situ pendant le chantier. Là, nous, ce qu'on fait, c'est que, en fait, vous voyez sur la photo en haut, là, vous avez tous les caissons de toiture là qui sont stockés, et au-dessus, en fait, ce que vous voyez en vert là, c'est comme des demi-fermettes qu'on a refait comme une demi-charpente et qu'on bâche. Et en fait, tous les matins, ou entre chaque caisson, en fait, on met un coup de grue, on l'enlève, on prend le caisson, on le pose. Et puis soit le soir s'il pleut, ou bien autrement entre deux s'il pleut fort aussi, et on remet ça pour être sûr que la flotte stagne pas de niveau, quoi. Là, c'est pareil, c'est protection face chantier. Donc bien protéger toutes les têtes de mur, parce que de toute façon, on sait très bien que c'est tout le temps par là que rentre, là où on met nos sangles, en fait, c'est ça, les trous par là où rentre la flotte en général. Donc bien mettre des protections en tête de mur et bien bâcher. L'idéal sur un chantier paille, c'est de réaliser la toiture avant de réaliser les murs. Chose qui n'est pas aisée à faire, mais l'exemple de la Damascine, c'était la démarche chantier. Je vous montrerai à la fin du diaporama. Non, je voulais juste dire qu'il y a guère d'isolants qui ne craignent pas l'eau, mais la filière paille est une des filières qui se préoccupe le plus du sujet. Effectivement, il peut y avoir des gros dommages et devoir purger des murs bois et paille, ça peut être compliqué, lourd, pénalisant économiquement. Mais voilà, la plupart des matériaux pourraient justifier, demander à avoir des protections et une plus grande attention. Enfin, on voit beaucoup de chantiers où ça gêne pas grand monde que les isolants prennent l'eau, mais... Ça, c'est sûr, et je pense que c'est l'une aussi des vertus de la construction paille, c'est que voilà, c'est une filière nouvelle, on va dire, qui peut être critiquable ou vite moquée, entre guillemets, puisque c'est un matériau issu du monde agricole. Et donc c'est pour ça qu'on est d'autant plus exigeant et on se doit d'être irréprochable, en fait. Donc d'apporter de l'exigence dans la mise en œuvre, ça donnera encore plus de crédibilité à la technique. Là, on voit des contrôles qu'on fait sur chantier. Alors on en fait à l'atelier aussi, mais on en fait en chantier également. Et vraiment, le message qu'on passe à nos compagnons, c'est que si tu as un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Donc tu sondes. Et si jamais c'est pas bon, c'est pas grave, t'ouvres. Je préfère qu'on s'en rende compte maintenant, qu'on vide ce qui a vidé. Et au final, voilà, sur le chantier, il n'y a pas eu beaucoup au final. On a fait beaucoup de sondages, mais on a trouvé très peu d'humidité. Et dans ce cas-là, on vide, on aère, et puis on remplit après. Mais au moins, on ferme pas les yeux, on laisse pas le plaquiste passer, fermer, et on se retrouve pas avec un sinistre dans 6 mois, quoi. Nous, c'est quelque chose qu'on pose en question aux entreprises avant la signature des marchés.
c'est jusqu'à combien de bottes vous vous engagez à remplacer dans le bâtiment s'il a pris l'eau. Parce que c'est bien de savoir avant de signer si l'entreprise elle me dit c'est 2%, c'est 5%, c'est 20%. Donc nous on pose la question pour savoir jusqu'où l'entreprise est prête à aller dans le remplacement de ses bottes. Et ça lui met un peu d'autopression, c'est-à-dire que plus elle va se protéger, plus elle va bâcher son chantier, moins potentiellement elle en aura à remplacer. Donc c'est aussi son intérêt de bien surveiller son étanchéité à l'eau temporaire. Ouais. Alors un bâtiment paille, bien, on protège la paille, mais lorsque le bâtiment est fini, on va pas forcément la voir, puisqu'on a les doublages intérieurs et les parements extérieurs pour protéger de l'eau. Mais il y a un peu un rituel, en tout cas une prestation qui est faite sur la majorité des bâtiments, c'est ce qu'on appelle une fenêtre de vérité, c'est-à-dire qu'on va laisser visible la paille dans le bâtiment, pour rappeler qu'on est sur un bâtiment construit avec cette technologie. Donc là, il y a deux exemples. Moi, je vais vous parler du petit exemple à côté, à droite, où on a le permis de construire de l'ancien maire de la commune de Barizay, parce que la salle porte son nom. Et en fait, on a réalisé très simplement juste un cadre étanche où on voit... Ouais, je crois que c'est ça. Donc qui montre en fait la paille, c'est vraiment un trou dans le mur. Alors on doit gérer bien sûr l'étanchéité à l'air et l'eau, et l'étanchéité à l'air et l'hygrométrie, mais on donne à voir d'une manière très concrète et réelle la vérité du mur en montrant cet isolant à travers une baie ou autre dispositif comme sur ton projet là. Oui, on en a fait deux où on les a mis dans la salle de restauration. Coupe-feu 1 heure la vitre au passage. Hein. C'est pas juste une vitre toute simple parce qu'on est dans un bâtiment public. Donc en général, c'est un vrai sujet un peu chiant ce coupe-feu pour cette fenêtre de vérité, mais anticipez-le. On va vous présenter une série de projets finis. Alors première illustration, ça c'est une maison qui est faite à Vendancourt. Donc c'était suite au projet de la Damascine que je vous montrerai à la fin. C'était la maison du directeur qui était tellement fan, tellement obsédé par son bâtiment qu'au bout de 2 ans, on a fait la petite sœur dans le village. Et donc là, on a un bâtiment qui se situe, on ne dirait pas, mais au cœur d'un lotissement. Malheureusement, là, on a une belle vue sur le bâtiment, mais lui, il a une vue sur une PAC. Donc on a repris en fait un principe de double toiture avec des murs isolés en paille et des caissons, et aussi un plancher paille sur cette maison, puisque ce qu'on devine un petit peu à gauche de la photo, c'est des petits pilotis où la maison est légèrement surélevée de manière à avoir un vide sanitaire ventilé, et on a en fait une enveloppe 100% paille sur les 6 côtés du cube. Ça, c'est Pont-Sainte-Maxence. On a combien de temps pour parler de nos projets? Parce qu'on peut en parler pendant des heures. Pas beaucoup, si on veut donc pouvoir prendre des questions. Okay. Celui-là, je voulais en parler parce que vous vous souvenez, dans le déroulé de projet tout à l'heure où je vous disais, là, il y avait la volonté du maître d'ouvrage au départ de placer un niveau d'exigence. Ça, c'est un projet où le niveau d'exigence était E3C2, donc du passif, beaucoup de stockage carbone. Et puis des choses sur la ventilation, la qualité de l'air, sur l'éclairage. En fait, le maître d'ouvrage avait pris un AMO et un programmiste qui avaient placé des critères très hauts. Et donc du coup, la paille et la construction bois est venue très naturellement comme une solution sur ce projet-là. Donc ça découlait de la programmation et des objectifs de la maîtrise d'ouvrage. Donc là, la maîtrise d'ouvrage a eu une ambition forte. Voilà, c'est un projet qui a du peuplier local, du châtaignier et de la paille en toiture et en mur. Oui, parce que si vous regardez les fiches FDES de beaucoup de matériaux, beaucoup de produits de construction, vous verrez que la paille est un des matériaux qui permet de stocker le plus de carbone. Enfin, le bilan environnemental du matériau botte de paille est un des plus remarquables dans la famille des biosourcés, sans concurrence avec les autres. Hein. C'est pas, on travaille avec tous les matériaux, mais par rapport au stockage carbone, la paille a un bilan assez remarquable. Un bâtiment ça c'est Cormicy, pôle associatif. Alors celui-là a été isolé sur place parce que initialement la paille était un lot à part, et du coup nous on avait fait on avait à notre marché que la charpente, ossature bois, bardage, et après on a décidé d'en faire un chantier école, et donc on a mis à disposition nos salariés ainsi que les enfants du village pour venir isoler sur place, et puis pour faire une aventure commune, quoi. Donc, voilà.
Ça, c'est le dossier de Singuin qui est en cours. Donc c'est pareil, c'est mur paille, toiture paille. Donc voilà, gros niveau de performance demandé, c'est d'une école. La particularité peut-être de ce dossier, c'est que c'est une typologie de structure un peu similaire à celui que vous avez vu juste avant, parce que c'est les mêmes architectes. Et du coup, toi, entreprise, tu as pu, en phase chiffrage, tu savais où tu mettais les pieds. En termes, justement, tu avais dit que tu avais appréhendé les grues déjà, tes poids de transport. Ouais. Donc ça t'a aidé à être mieux placé sur ce chantier-là. Oui, tout à fait. Bon, c'est un projet qui est, l'entreprise est à la bourre, mais dans le bâtiment en ce moment, qui n'est pas à la bourre. Oh, tu vas l'entendre longtemps encore, celle-là. Un autre bâtiment assez ancien déjà maintenant, de AA. Alors oui, bâtiment de Schweyen. Alors je vais vous présenter 3 bâtiments de l'agence AA qui a été fait avec 3 techniques différentes. Donc là, on a le bâtiment de Schweyen, donc au nord de la Moselle. Oui, il va bientôt finir sa décennale, je crois, celui-là. Bâtiment, donc c'est une salle polyvalente dans un petit village, et on est sur structure paille caissonnée. Sur la deuxième photo, là on voit en fait la particularité de ce projet, c'est qu'on a une charpente préfabriquée livrée avec les caissons ouverts et on a posé les bottes de paille sur site. Mais la belle surprise sur cette opération, c'est qu'on a présenté un projet paille avec comme je vous ai expliqué tout à l'heure, la contrainte de la botte. Mais en cours d'étude, la mairie a trouvé une botteleuse. Et donc, on a réussi l'un des rares projets où on avait des bottes de paille de 60 cm de large. Donc, du coup, on a pu optimiser notre conception structurelle bois en scalant, en maintenant en fait la trame de 60. Et du coup, le lot paille était fait par le maître d'ouvrage, puisque c'est lui qui fournissait les bottes de paille. C'est le charpentier après qui les a posées. Et donc, on a réalisé une sorte d'atelier participatif où les personnes de la commune et d'autres aidants sont venus faire les bottes. L'entreprise les a posées pour assurer aussi la garantie décennale au niveau de l'isolation et autres. Et après, tout ça a été rhabillé par un bardage bois. Autre opération qui est un peu plus vieille encore, on fait à l'envers, qui a été réceptionnée en 2012, c'est le périscolaire de Tendon. Alors c'est un bâtiment qui a eu pas mal de communication, parce que c'est le premier bâtiment français en structure hêtre, c'est-à-dire qu'on utilise du hêtre en structure sur à la fois les murs de refend et les murs caissonnés qui accueillent eux de la botte de paille. Donc en fait la question de la paille sur cette opération, elle est un peu anecdotique, mais c'est la cerise sur le gâteau, c'est que sur cette opération, on a été assez loin. Et sur la technique qu'on a employée, c'était du caisson préfabriqué en atelier. Et là, vous avez la photo du fameux stockage de paille chez le charpentier, et une photo à l'intérieur où on voit en fait l'habillage bois, donc c'est du hêtre avec rainure et languette pour avoir une protection au feu d'une demi-heure, je crois. Pour protéger les caissons paille, et on voit qu'on a en fait un habillage, une baguette en gros en hêtre qui recouvre les joints verticaux, et on est sur la trame de 1 mètre qui correspond à la largeur de notre botte de paille. Donc on a aussi encore cette lecture de la trame du matériau paille qui est visible à l'intérieur du bâtiment. Et enfin, le dernier projet, donc c'est la Damascine à Vendoncourt, le projet que je vous ai évoqué tout à l'heure, qui est donc premier bâtiment ERP isolé en bottes de paille, 4800 bottes mis en œuvre, donc mis en œuvre sur site sur une ossature ouverte, enduite. Les 2 premiers projets, c'était des caissons qui étaient rhabillés de bardage et de doublage intérieur. Là, donc, c'est une ossature ouverte. Les bottes de paille ont été rebottelées sur place. Et là, on est sur un projet extrêmement local parce que, faut se rappeler, là on est en été 2009. On avait réservé la paille donc en Haute-Marne 1 an avant, et quand elle nous a été livrée, c'était de la grosse botte. On a dû débotteler les grosses bottes, rebotteler pour redonner le bon format. Et en faisant ça, en fait, on a cassé la fibre de la paille, puisqu'en fait, chaque fois qu'on va la transformer, la longueur de la fibre, elle raccourcit, elle casse. Et comme vous voyez, on a réalisé un enduit argile chaud traditionnel en extérieur. Donc c'est un enduit de corps qui fait 15 mm, 1 an de séchage, et on est revenu avec 5 mm de finition 1 an après la réception de l'opération. Mais pour faire tenir ce type d'enduit, il faut qu'on ait une paille
qui accepte l'enduit. Donc on pose la botte avec les fibres horizontales, l'enduit est projeté, et pour qu'on puisse ancrer pour que notre enduit tienne, il faut que la fibre de paille soit ancrée et doit être suffisamment longue. Et on s'est rendu compte en faisant la manipulation sous le chapiteau que je vous ai montré tout à l'heure que les fibres étaient assez limites, et on a eu une chance assez extraordinaire, c'est que on a pu échanger de la paille avec les agriculteurs locaux. C'est-à-dire que comme la paille servait de litière pour les animaux, eux, ils s'en moquaient de la longueur de la fibre, donc on a pu échanger notre paille qui venait de Haute-Marne pour de la paille locale. Et on était dans une démarche qui était quelque peu subie, mais qui a été extrêmement intéressante. Et l'autre point là que vous voyez, en fait, on avait un chantier par étapes. On a posé toutes les bottes et on a tout de suite enduit pour protéger le matériau. Et ce qu'on voit sur la photo, c'est que, comme je vous expliquais tout à l'heure, on a construit la toiture avant les murs, puisque là, en fait, même si c'était juillet-août, il y a quand même des orages. Et il faut protéger. Donc là, l'échafaudage, il pouvait être refermé. Mais par contre, on avait on avait notre chapeau qui permettait de protéger les stations de travail. Et ça s'était plutôt bien passé puisqu'ils ont fini l'enduit de corps fin août et repartaient sur un chantier après. Voilà, on a fini le tour des bâtiments qu'on voulait vous présenter là. Enfin, c'est vraiment un échantillonnage. Pour ceux qui n'ont pas d'ordre de grandeur, on arrive maintenant à peu près 10 000 bâtiments qui contiennent des bottes de paille en France recensés. C'est approximatif, hein, les chiffres varient un peu, mais l'ordre de grandeur c'est ça, on est à peu près à 10 000 bâtiments paille en France. Voilà. Si vous voulez en voir ou en déclarer, parce qu'il y a normalement sur le site internet on peut porter à la connaissance du réseau français de la construction paille des bâtiments existants. On vous renvoie volontiers vers le site internet du réseau qui est assez fourni et qui est une bonne entrée. Voilà. Et localement, si vous voulez nous contacter, pour l'instant il n'y a pas de site internet, mais ça va venir, mais il y a au moins une adresse de contact. Voilà, donc n'hésitez pas à nous envoyer un mail si vous avez besoin de discuter d'un point ou d'un autre. On peut essayer de voir comment essayer de vous répondre pour que les projets qui soient enclenchés aillent au bout et se passent bien. C'est la vocation de l'association de contribuer à ça. Est-ce que vous souhaitez parler maintenant qu'on a beaucoup monopolisé la parole? Est-ce que vous avez des questions qui vous viennent? Tout le monde va réussir son projet PAL, c'est parfait. Ah, vous n'avez plus d'excuses. Hein. Je voudrais savoir comment la paille s'y comporte à fur et à mesure du temps. Donc après 20, 30 ans, est-ce que c'est nécessaire à la changer? Est-ce qu'il y a une manutention, comment s'y comporte en fait, dans le bâtiment en bois? Et avec aussi la terre, parce que je sais que c'est possible de faire paille-terre, comment ça se comporte? Qui répond? Moi, je vais vous répondre du point de vue de l'hygrométrie du mur, c'est-à-dire la migration de vapeur d'eau dans le mur. Là, c'est la conception de votre enveloppe qui est très importante. Il ne faut pas piéger d'humidité dans votre mur. Donc, si vous ne piégez pas d'humidité, que votre humidité migre tranquillement et qu'il n'y a pas de fuite d'eau, il n'y a pas de limite à la durée de la paille. Et en fait, le retour d'expérience, enfin, ce qu'on a, c'est les premières maisons paille, elles sont apparues aux États-Unis avec l'apparition des botteleuses, où ils ont commencé à faire des bâtiments en empilant des bottes de paille, en posant un toit dessus. Il y a des maisons de cette période-là, donc qui ont à peu près 130 ans. Il n'y en a plus guère, hein, des maisons vraiment historiques bâties comme ça, mais il en reste. Et en France, on a la maison Feuillette, qui est à Montargis, qui sert de siège à l'association nationale. Et elle a été rachetée par le réseau puisque c'était la maison ossature bois remplissage paille la plus ancienne connue, enfin vraiment qui ressemble à ce qu'on pourrait faire actuellement, quoi. C'est une structure en bois, un squelette en bois avec un remplissage en paille enduit. Et donc ça avait une valeur historique, ça a été racheté, conservé. Au moment où la maison a été rachetée par le réseau, il y a eu des sondages, une exploration de la maison pour voir dans quel état elle était, et elle va parfaitement bien en fait. Donc si les conditions sont favorables,
ça va bien. Et si elles sont défavorables, normalement assez vite on s'en rend compte et là c'est très problématique. Donc une bonne conception, une bonne réalisation et normalement on peut se revoir dans pas mal de générations. Tu as l'année de construction ? 1920, la maison Fuette. 100 ans, ouais. Et c'est un ingénieur qui a essayé de promouvoir cette technique de construction à la sortie de la guerre et qui malheureusement n'a pas été entendu à l'époque. Et donc on a reconstruit massivement avec du béton, puis du polystyrène, de la laine de verre. Et voilà, si on avait écouté Émile Feuillette à l'époque, on aurait un nombre de bâtiments paille plus conséquent. Et pour compléter, il y a aussi, on le voit ça dans la formation ProPaille, c'est la caractérisation de la botte en elle-même. C'est-à-dire que déjà, quand on la met en œuvre, il faut entre guillemets, la certifier bâtiment. C'est qu'il faut qu'elle ait une certaine densité. Lorsqu'on veut enduire, ce que j'expliquais, il faut qu'il y ait une certaine longueur de fibres, parce que comme ça donne l'ancrage et la pérennité de l'enduitaire. Et ça, on peut le contrôler, cette densité, en simplement la pesant et en contrôlant la dimension. Et on mesure aussi l'hygrométrie de la botte. Comme expliquait Benoît, voilà, lorsqu'on met un produit qui rentre dans les clous de l'hygrométrie, si on n'a pas d'entrée d'air humide qui viennent dégrader le matériau, normalement, il n'y a pas de sujet pour une dégradation. Oui, alors moi, c'est plus une question qui est liée à mes fonctions de maire. Voilà, de ma commune. Quel est le coût aujourd'hui d'installation de l'utilisation de la paille dans la construction ? Je peux vous donner le prix auquel on estime le mètre carré de paille de mur standard, mais ça vous avancera pas à grand chose. En fait, nous, quand vous êtes maître d'ouvrage, vous nous donnez un objectif avec un programme, un objectif budgétaire et un programme. En fait, le travail avec l'architecte, c'est qu'il rentre son programme dans votre budget et en prenant, si on peut, de la paille. C'est-à-dire que on va souvent dès le départ, dès l'esquisse, voire dès le concours, mettre la paille dans le coût du projet. Et si on rentre dans l'enveloppe, à nous de tenir cette enveloppe jusqu'au bout. Mais c'est pas une question de oui, ça coûte un peu plus cher. Ça coûte un peu plus cher parce que c'est beaucoup de main d'œuvre pour les charpentiers à la mise en œuvre. Mais du coup, vous valorisez aussi du local, du social. Enfin voilà, il y a d'autres choses dont on n'a pas parlé aujourd'hui. Mais le tout, c'est que nous, ça doit être à ISO coût pour vous. De toute façon, ça fait partie du budget de construire en paille. Si vous mettez le bon budget au départ, quand même, parce que je vous avoue qu'on ne propose pas la paille sur tous les projets non plus. Mais si vous avez un bon AMO qui vous a bien aiguillé sur votre budget pour pouvoir faire de la construction un peu performante, on peut réussir à passer la paille. C'est pas nécessairement plus cher. Et il y a un groupe de travail au sein du réseau français de la construction paille qui essaye de récupérer des retours d'expérience pour documenter un peu la question économique de la construction paille. Pour l'instant, il n'y a pas de documents consensuels fournis qui sont sortis, mais ça travaille dessus. Je pense que ça va finir par venir. On a des références les uns ou les autres avec des coûts, et ce qu'on observe, c'est quand même une grosse variabilité des prix. Alors il faut essayer de neutraliser toutes les autres variables, c'est compliqué. On essaye de voir le coût d'un mètre carré de mur bois paille avec telle ou telle finition. Mais on voit que même là, selon qui fait l'expérience, le contexte local, on a des gros écarts de prix. Et à l'échelle d'un bâtiment, il y a aussi toutes les autres variables. Ce qu'on sait, c'est que sur certains projets, on a réussi à faire des coûts de construction intéressants. Un des exemples qu'on a, c'est un bâtiment HLM à Saint-Dié-des-Vosges qui s'appelle la résidence Jules Ferry, qui a été faite avec le toit vosgien. Ils sont sur des coûts de construction complètement normaux pour un bâtiment HLM, mais avec des charges pour les locataires dérisoires et un niveau de performance thermique environnementale remarquable. Mais il y avait tous les ingrédients dont on a parlé aujourd'hui. Puis en fait, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, il ne faut pas subir le matériau. Comme si on a dans la logique de remplacer une laine de bois ou autre par de la paille, et qu'on n'intègre pas ça dans le concept initial de l'opération, on va subir toutes les conséquences, qu'elles soient sortir de la trame, épaissir les murs. Donc on va que subir ça. Maintenant, si on intègre dès le départ une logique de ce matériau, on conçoit avec ce matériau, on optimise les choses. Et après, comme je vous ai montré sur Choyenne, on peut avoir des opportunités qui vont optimiser la structure par le changement de trame. Mais effectivement, les études qui sont menées par le réseau permettent de régulariser ça et d'avoir vraiment une vision claire pour se dire voilà, c'est pas quelque chose qui a un surcoût en fait. C'est aussi une philosophie de projet.
Il y a les Gidars qui arrivent, on va laisser la table pour la table ronde suivante. On vous remercie. On est encore présent sur la fin de la journée, notamment à l'atelier paille qui est à l'extérieur. Même s'il y avait des inscriptions, enfin si vous voulez venir discuter à la marge, ou enfin voilà, vous êtes les bienvenus. Merci.